Retour dans cet auditorium des Archives nationales pour la première table ronde de ce colloque du comité d'histoire du ministère de la Transition écologique et de la HPNE ou l'APNE. Aurélie Luneau, journaliste, c'est vous qui allez, journaliste notamment à France Culture. Exactement, bonjour. Bonjour, c'est vous qui allez piloter cette table ronde donc, qui va s'interroger sur le fait de savoir s'il faut continuer à parler de biodiversité ou revenir à ou au terme de nature. Eh bien, vous avez jusqu'à 18h pour nous livrer une fumée blanche avec la réponse. Faut-il parler de nature ou de biodiversité? On se retrouve à 18h pour que vous nous livriez la réponse, mais votre délibération va être publique. Exactement. Et alors, nous nous donnons ce temps de parole ensemble avec nos 5 invités, mais bien évidemment, par le biais des messages que vous pouvez envoyer, vous pourrez poser vos questions et il y aura un temps prévu pour pouvoir vous répondre. En tout cas, nos invités seront ravis de le faire. Doit-on abandonner l'usage du terme biodiversité et revenir à celui de nature? C'est effectivement le sujet de notre table ronde qui nous réunit et qui devrait susciter, je n'en doute pas, bien des discussions et des positions différentes entre spécialistes éclairés dans cet anthropocène siècle de l'homme, où l'on déplore une crise de la nature et de la biodiversité. Alors d'autres termes apparaissent aussi quand même pour nommer cette ère que nous vivons et pointer ainsi quelques-uns de ses travers. On parle de capitalocène, on parle de technocène, d'occidentalocène, le temps des sociétés d'ultra-croissance, une époque où l'appropriation, l'accumulation, l'épuisement des ressources font la une de l'actualité et renseignent sur la crise que les humains traversent dans leur rapport à la nature et au vivant. Dans ce contexte, devrions-nous parler de nature ou de biodiversité? Est-ce une simple querelle de vocabulaire due à notre époque ou bien vit-on une vraie évolution? Et sur le plan scientifique avec vous, sur le plan philosophique, au regard aussi du droit, la dualité des deux termes est-elle à questionner? Et qu'en est-il de l'usage politique aussi et de la réception dans l'opinion publique de ces notions? Autant de questions qui fleurissent à l'énoncé du thème de cette table ronde. Avec nous pour répondre à la question, doit-on abandonner l'usage du terme biodiversité et revenir à celui de nature? Virginie Maris, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS en philosophie de l'environnement. Vous travaillez au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier depuis 2009. Et vous êtes auteur notamment du livre « La part sauvage du monde, penser la nature dans l'Anthropocène », un livre édité au Seuil en 2018. Et on peut aussi citer « Philosophie de la biodiversité, petite éthique pour une nature en péril », paru chez Buchet-Chastel. Alors on remarque d'emblée que dans vos deux titres, vous avez soit utilisé le mot biodiversité, soit celui de nature. Voilà. François Sarrazin, bonjour. Vous êtes professeur d'écologie à l'Université Paris-Sorbonne, membre du CESCO, Centre d'écologie et des sciences de la conservation, président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, membre du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité du Parc des Cévennes. Et donc on peut mentionner peut-être le livre que vous avez coécrit, Biologie de la conservation, un livre paru chez Duno. Jean Untermeyer, vous êtes à mes côtés, bonjour. Vous êtes président d'honneur de la Société nationale de protection de la nature, spécialiste du droit de l'environnement. Monsieur Droit, c'est vous avec nous ce soir. Professeur émérite à l'université Jean Moulin Lyon 3 et ancien directeur de l'Institut de droit de l'environnement de Lyon. Et donc depuis 1972, depuis votre thèse en fait, vous travaillez sur la protection de la nature et le droit public. Bernard Chevassiot-Louis, bonjour. Normalien, biologiste, docteur en sciences, président de l'association Humanité et Biodiversité. Ancien directeur général de l'INRA, ancien président du Muséum d'histoire naturelle. Il y a beaucoup d'anciens dans votre fiche. Ancien président du conseil d'administration de l'AFSA. L'AFSA, je rappelle, on peut dire que c'est l'ancêtre de l'ANSES, c'est ça. Et donc auteur du livre « Voir la vie autrement », éloge de la biodiversité, un livre paru aux éditions de l'Aube. Et face à moi, pour présider aussi cette belle table, bien garnie en tout cas, Christian Barthaud, bonsoir. Vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et donc nature, biodiversité. Alors, deux mots,
deux conceptions, deux époques aussi, deux résonances différentes dans l'opinion publique, et puis certainement deux imaginaires, on en parle tout de suite. J'ai envie de vous poser juste la question toute simple. Quelle définition mettez-vous les uns les autres derrière, allez, le mot nature? On commence par lui et on commence peut-être par vous, Virginie Maris. C'est pas la tâche la plus aisée. D'autant plus que justement ce mot nature se prête très mal à la définition et on peut dire qu'il reçoit, enfin c'est un terme très polysémique qui reçoit des définitions et des représentations très différentes. Moi j'avais essayé d'en distinguer trois, je vais les présenter brièvement. On utilise le terme nature dans certains contextes pour parler du grand tout. Finalement, la nature, c'est tout ce qui existe, c'est tout ce qui n'est pas surnaturel, tout ce qui se présente ici-bas. Et en ce sens, les humains, leurs activités font entièrement partie de la nature. On utilise aussi dans l'histoire de la pensée le terme nature ou naturel pour référer à la norme, à ce qui fonctionne comme cela devrait fonctionner. Une chose est naturelle quand elle est commune, normale, quand elle n'est pas extraordinaire. Et on l'utilise enfin, et peut-être de façon plus évidente après la période moderne, après l'héritage sur lequel on reviendra, un petit peu cartésien, dualiste, pour distinguer des affaires humaines. Donc là, la nature se définit en creux comme ce qui n'est pas les humains et leurs artifices, les humains et leurs affaires. Donc trois conceptions de la nature, en tout cas, qui, à mon avis, coexistent encore aujourd'hui dans nos discours, dans nos représentations, ce qui ne manque pas de soulever beaucoup de malentendus. Et voilà, c'est pas une définition, vous en vouliez une, je vous en donne trois. Ben voilà, on en a trois, mais maintenant, qui veut réagir peut-être et compléter ou donner aussi sa propre définition? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une définition spécifique qui ferait consensus sur ce mot nature, un mot ancien. Hein, le mot biodiversité est beaucoup plus récent. On a commencé à entendre parler de biodiversité en 1986, hein, de mémoire, lors d'un colloque qui s'est déroulé à Washington, et ensuite en 1988 dans une revue. Donc nature, mot ancien quand même. François Sarrazin? Non, je compléterai très modestement ce qu'a dit Virginie, auquel j'adhère totalement, bien sûr. Cet aspect de nature, je pense que dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui sur nature, biodiversité, sur cette question de la part du vivant de cette nature, il faut rappeler que le terme nature couvre effectivement l'ensemble de ces objets, y compris physico-chimiques, qui nous entourent. La planète Mars, les étoiles les plus lointaines font partie de la nature. Donc font-elles partie de la biodiversité? À mon sens, non, même si elles peuvent peut-être porter des formes de vie. Il y a des débats sur la définition de ce qu'est le vivant. Donc quand on est sur cette question de nature et de biodiversité, la frontière entre ce qui va être le vivant, l'inerte et les processus qui les associent parce qu'ils sont en interaction permanente, ça va être aussi un petit peu au cœur du débat. Mais rappelez que quand on parle de nature, même si aujourd'hui dans cette salle et pour les personnes qui nous suivent, on a tendance à le penser au sens vivante, en quelque sorte, je pense que c'est oublier toutes les autres dimensions. Il y a un terme il y a un élément absolument central de nos débats actuels qui a été assez peu abordé aujourd'hui, qui est la notion de climat. On parle de changement climatique, etc. Ces questions-là font bien partie des questions de nature. Bien sûr, il y a des interactions, des rétroactions positives, négatives avec les éléments de biodiversité. On pourra en reparler. Mais les questions climatiques sont des questions qui touchent aussi à la nature. Donc, quand on parle de nature ou de biodiversité pour parler du vivant, moi, personnellement, j'aime bien distinguer les deux, même si, comme ça a été dit ce matin, j'utilise les deux termes suivant ce que j'ai envie de dire, l'interlocuteur à qui je m'adresse et les finalités un petit peu de ces discussions. Christian Berthaud, ou alors je vois que Bernard Chavassier, lui, vous réagissez. C'est juste parce qu'on va se livrer au plaisir intellectuel de la polémique. Mais je voudrais dire en introduction qu'il y a suffisamment peu de gens qui s'intéressent à ces questions de protection de la nature ou de protection de la biodiversité pour que ça ne soit pas effectivement un objet clivant entre nous, quoi. Donc le fait qu'effectivement on ait une certaine décontraction dans ce débat et qu'on n'essaye pas de dire il y a ceux qui veulent protéger la nature et d'autres qui veulent défendre la biodiversité, c'est juste ce que je voudrais dire. L'autre point qui me semble important, mais Virginie l'a bien dit, c'est effectivement le terme naturel
au sens de porteur de valeur. On y reviendra. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans nos sociétés aujourd'hui, le fait qu'un processus soit qualifié de naturel est porteur d'une certaine valeur positive. Et ça, c'est plutôt nouveau. Autrement dit, on est dans une société où il y a un regain d'intérêt et une revalorisation du naturel. Et donc, c'est juste ce point, effectivement, on voit bien, et on voit bien d'ailleurs comment le marché se saisit de cette notion pour effectivement vendre toute une série de choses sous cet argument que ce shampoing, cette lessive ou que sais-je est naturel. Donc la pureté, hein, la nature, la pureté, la naturalité. La nature, on entend aussi parler forcément de sous-ensembles. La nature organisée, la nature sauvage, la nature domestiquée. Donc c'est quand même un mot qui s'empare de différents terrains, en tout cas qui résonne même pour l'opinion publique de manière multiple. Et je le dis parce que quand on regarde les écrits du XVIIe ou du XVIIIe, la nature, c'était plutôt quelque chose d'informe, d'amorphe, d'inorganisé, qu'il fallait, c'était une matière première qu'il fallait au contraire maîtriser, structurer et autres. Et donc ce changement de position, il est important comme dans l'attitude de l'homme. Voire dangereuse, hein, puisque fut un temps, la nature pouvait aussi être insalubre et source de maladies, donc on s'en méfiait, il ne faut pas l'oublier. Christian Berthaud ? Alors, très clairement, je ne suis ni spécialiste de la biodiversité, ni juriste, ni philosophe, et j'appartiens à l'espèce des technocrates dont on a parlé donc, ce matin abondamment. Donc, je ne me risquerai pas donc, à une définition, donc, ni même à commenter une définition. Par contre, je voudrais insister sur une caractéristique. Donc, c'est un mot donc, qui est une éponge, donc, qui est capable d'absorber donc une expérience, des aspirations, donc des fantasmes, des rêves, donc et qui dit quelque chose à tout le monde. Si on met donc Monsieur Tout le Monde donc avec un micro sur la nature, il a quelque chose donc à dire. Mais c'est de façon assez surprenante, donc vrai également donc, dans le domaine des spécialistes. Donc, on tend un micro donc, à un philosophe, à un écologue, à un biologiste, à un géologue, à un théologien. Il a quelque chose à dire donc, sur le sujet. Et donc, c'est un mot qui, comment dirais-je, peut servir de base ou de fondation donc, à un projet partagé si on est capable de ne pas accentuer le caractère dangereux de cet objet attrape-tout et d'avoir un minimum donc, partagé et donc de ne pas aller trop loin dans le domaine des rêves, des fantasmes donc, et de ce qui n'est pas de la connaissance. Mais ça relève de plusieurs types d'objets et à ce titre-là, c'est fédérateur. Et en matière de politique, donc, je n'ai jamais rencontré donc, de partenaires donc, qui s'avouaient non intéressés par le sujet, incompétents donc, pour dire quelque chose, et qui n'avaient pas un projet ou une idée donc, à promouvoir. Et ça, c'est quand même assez frappant. Donc tout le monde a quelque chose à dire sur la nature. On va en parler tout à l'heure. C'est peut-être moins le cas sur la biodiversité, selon qu'on est plus ou moins au fait de ce que ce terme englobe. Jean Tourmailleur. Le droit. Non, pas le droit. Non, la nature. J'imagine que cette notion est entrée dans le droit. Le feu aux poudres en rompant avec l'harmonie que souhaitait mon voisin. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Pour dire que je me sens assez proche de la conception hénardienne de la nature. La nature, c'est tout ce que l'homme n'a pas fait. Ça me plaît assez comme idée, avec quand même cette difficulté qui est que l'homme est un peu partout, quoi, partout, même paraît-il, dans les glaces des pôles, on y trouve du gaz carbonique. Mais cette idée me plaît assez. En tout cas, je me porte tout à fait l'idée antagoniste selon laquelle tout est nature. Là, franchement, elle ne me plaît pas du tout. Elle me gêne beaucoup.
Alors je sais bien que l'homme est une espèce, est un mammifère, mais certains diraient une espèce invasive d'ailleurs. Dire que tout est nature, non, ça me gêne. Je serais plutôt partisan de la conception de Robert Hénard. En plus, c'est celle qui est la plus intéressante pour nous, humains. Parce que si on recherche dans la nature une certaine altérité, on la trouve dans la mesure où justement la nature, ce n'est pas l'homme. Bon. François Sarrazin. Je pense que vous venez de prononcer un mot-clé que j'espérais bien qu'on prononce aujourd'hui, c'est le mot altérité. Il a été prononcé ce matin très brièvement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Non, alors ça demande quelques développements importants, parce que pour l'instant, on a parlé du mot nature, on n'a pas encore parlé du mot biodiversité. Oui. Et d'une certaine manière, si ça me permet de glisser sur peut-être ce que vous alliez amener sur la notion de définition du mot biodiversité, bon, je pense que dans l'acception un peu classique de ce qu'est cette biodiversité ou des définitions qu'on en donne, on en perçoit différents niveaux à l'échelle des gènes, des organismes, des espèces, des communautés, des écosystèmes. On l'aperçoit aussi dans son fonctionnement, ça a été beaucoup évoqué, et je pense qu'une des dimensions absolument centrales qu'on doit avoir quand on parle de cette biodiversité, et au sens où elle rejoint ce qui vient d'être dit sur la nature, c'est sa dimension aussi, je dirais, historique, qui à l'échelle de l'histoire du vivant, donc porte, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, sur à peu près 3,5, 3,8 milliards d'années, d'évolution qui a généré et génère encore au quotidien ces formes de vie, et ces formes de vie qui portent justement cette altérité dans leur nature intrinsèque, enfin dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce que ces organismes font autour de nous, et dans l'ensemble de leurs caractères, de leurs traits, de leurs interactions, de leurs potentialités, de leurs difficultés, de leurs échecs, etc. Et nous, humains, sommes bien évidemment une des branches de cette histoire évolutive, mais avec toutes les particularités, tous les particularismes qu'on peut porter. Et donc, dans cette vision de cette nature qui inclut pour sa partie vivante la biodiversité, qui dans cette biodiversité inclut des humains et des non-humains, moi, je pense que l'élément central à avoir en tête et à travailler, c'est cette question d'altérité. C'est d'ailleurs pour ça que je viens de prononcer le terme de non-humain, qui lui aussi a été utilisé ce matin très ponctuellement. Mais finalement, quand on me demande de choisir entre nature et biodiversité, moi, j'ai plutôt envie de parler d'humain et de non-humain, parce qu'à cette échelle-là, je pense que ça porte tout de suite une mise en questionnement de la façon dont on se perçoit seul sur cette planète ou entouré de vivants. Ce qui n'empêche pas de penser les fonctionnements, les écosystèmes, etc. Mais je pense que ce mot altérité, il a vraiment une place centrale dans ces débats pour savoir comment on trouve au quotidien les compromis qui font qu'on accepte, qu'on respecte cette altérité, qu'on accepte son potentiel de devenir, d'évolution, et qu'on arrive à coexister, à faire société, si je puis dire, comme je pense Raphaël Larère l'a porté avec Catherine Larère dans certains textes, avec ces non-humains. Je crois que c'est au cœur de ces débats. Et beaucoup d'éléments très essentiels qui ont été abordés ce matin, ou au début d'après-midi, y compris sur ces invasives, etc., portent sur cette façon dont on gère cette altérité. En tout cas, dont on gère nos actions sur cette altérité. Parce que là aussi, la gestion de la biodiversité ou la gestion de nos actions, c'est aussi un élément important. Donc on va pouvoir basculer aussi dans le même moment sur la question de la biodiversité, parce qu'on est quand même en train de le faire d'une manière générale. Altérité, humain ou non humain, il y a beaucoup de questions aussi sur lesquelles on va revenir. Je voudrais juste relever un point, c'est que quand on parle de nature, la question se pose quand même, est-ce que les notions et les définitions dont on parle, est-ce qu'elles sont propres à la France ? N'oublions pas que dans d'autres pays du monde, ces notions varient. Et là-dessus, je crois que c'est demain, il y aura une intervention de Frédéric Ducarme, écologue, philosophe, et qui a fait une étude menée sur 76 langues, 31 familles linguistiques, et qui montre que cette idée de nature, elle porte des singularités propres à d'autres civilisations. Donc c'est quand même aussi une question, parce que là, on va discuter nature, biodiversité, mais est-ce qu'on ne discute pas entre nous, c'est-à-dire à l'échelle de la France, voilà, comment vous vous positionnez les uns et les autres? C'est des questions philosophiques, anthropologiques, ethnologiques. François Sarrazin, mais Bernard Chevassouli, allez-y.
Déjà, ce qui me gêne dans la notion, alors non humain, déjà je trouve que le terme il est quand même une certaine connotation péjorative. Il faudrait qu'on trouve autre chose quand même. Bon. Bien au contraire, mais on y reviendra. Alors, il faut parler bien dans les micros, voilà. me dit-on, donc il faut bien parler dans les micros, on va le faire. Et que si la notion d'altérité doit être manipulée, il y a moins de différences évolutives entre les humains et le maïs qu'il y en a entre les bactéries des sources hydrothermales profondes et les colibacilles de votre estomac. Autrement dit, l'altérité est entre l'ensemble des entités vivantes, chaque espèce ayant une altérité par rapport à d'autres. Autrement dit, cette limite de l'altérité, il ne faudrait pas qu'elle ne soit appliquée qu'entre les humains et les non-humains, parce qu'on retomberait dans le vieux clivage, quoi. Quant à la question, effectivement, est-ce que cette représentation assez dualiste et radicale, je pense que c'est assez net d'après les travaux des anthropologues, qu'elle est très localisée dans le temps et dans l'espace. C'est quand même surtout une construction de la société occidentale, Renaissance et un peu avant. Mais on voit bien que, je trouve qu'un des ouvrages passionnants dans ce domaine, c'est le fameux Par de la nature et culture, qui montre effectivement que dans beaucoup de sociétés de type animiste, par exemple, on fait société tout autant avec le génie de la rivière ou la montagne proche qu'avec le jaguar de la forêt ou avec son cousin. Autrement dit, la notion de faire société englobe effectivement ce que François a appelé les humains et les non-humains. Donc je crois que là c'est assez clair que nous sommes dans une représentation qui est connotée dans le temps et dans l'espace. Virginie Maris, vous vouliez réagir ? Oui, peut-être pour poursuivre dans cette veine, c'est vrai que le mot lui-même, nature, effectivement, nous vient du latin, avec un héritage grec aussi, physis, et l'acception qu'on en a actuellement est très ancrée dans la modernité occidentale. Alors, du coup, c'est peut-être le moment, effectivement, de l'évoquer, hein, ce grand partage que Descola, notamment, identifie dans les conceptions du monde, on dira les ontologies naturalistes propres de l'Occident, qui distingueraient le monde entre ce qui relève des humains et donc la culture et ce qui n'en relève pas, la nature. Un grand partage qui est donc situé historiquement, culturellement, on pourrait presque dire civilisationnellement. Alors, ça ouvre, j'aurais envie de dire des milliers de choses là-dessus. La première, c'est que d'abord ce récit d'un grand partage occidental est un récit un peu uniformisateur, et que dans l'Occident et même dans la modernité tardive, on voit que les alliances se créent d'une façon beaucoup plus complexe que dans une division stricte avec une frontière bien évidente. On voit que les hybrides sont pléthores, que le statut des animaux domestiques est particulier, que les relations avec les milieux sont beaucoup plus enchevêtrées qu'un tel grand partage ne pourrait laisser croire. On dit aussi souvent, à travers les travaux qui s'accumulent de l'anthropologie de la nature, que énormément on va dire de culture ou de civilisation à travers le monde divisent autrement le soi et l'autre et trouvent les marqueurs d'altérité dans autre chose que ce qui ne relève pas de l'espèce humaine. Donc c'est ce que vous évoquiez par rapport à cette communauté ou cette symétrie qui peut exister entre des humains et des non-humains, où parfois le jaguar est plus proche de soi que l'être humain venu d'un autre continent ou habitant une autre vallée, etc. Et il faut aussi rajouter peut-être dans l'équation et on va dire dans l'héritage potentiellement toxique de ce terme de nature qui aplanit, simplifie un peu la diversité des relations, les critiques de plus en plus virulentes sur le caractère pas simplement occidentalo-centré, mais aussi colonialiste et post-colonialiste dont il est porteur, puisque longtemps distinguer entre ce qui était la culture et la nature, l'humain et le non-humain, servait surtout d'outil de domination
pour identifier qui méritait l'attention, qui méritait la valeur morale et qui ne le méritait pas. Donc on a, vous le mentionniez, Bernard Chevassion-Louis, une inversion des stigmates un petit peu actuellement, où on mange des yaourts nature, où on va se promener dans la nature, etc. Mais le poids de, on va dire, le poids de ce ticket d'entrée dans la communauté morale, qui était le ticket de la culture, reste encore très présent et entache un petit peu les usages qu'on peut faire du terme nature. Et juste, on va poursuivre la discussion, et c'est vrai que Frédéric Ducarme, qui interviendra demain, le dirait bien mieux que moi, mais ce que je retiens de ces travaux, c'est que malgré ces immenses différences, malgré le caractère très ethnocentré de notre conception de la nature, il trouve... Alors, je suis désolée Frédéric si je trahis ton travail, il trouve dans une grande diversité de langues et dans une grande diversité de rapports au monde quelque chose de commun qui est ce qui jaillit par soi-même, une forme de spontanéité, ça va et qui n'est pas nécessairement une dichotomie structurante pour ordonner le monde, mais qui en tout cas se retrouve dans une grande diversité de langues, et du coup ça permet un petit peu de faire le lien avec ce rapport à la littérité, avec Robert Reinhardt, avec, je pense qu'il tient beaucoup à cœur François, qui est que tout de même, il y a dans ce monde qui nous échappe, dans ce qui ne relève pas du design, du dessin, de l'intentionnalité humaine, quelque chose qui ne cesse d'interpeller, de fasciner, et en tout cas que les civilisations se sont attachées à nommer. Une réaction peut-être ? François Sarrazin ? Oui, alors bon, sur l'aspect humain, non humain, et sur ce dualisme qu'on cherche à pourfendre, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir peut-être un peu plus tard, mais pour moi, dans le contexte... Alors c'est vrai que vous avez eu parfaitement raison de souligner le côté assez franco-français de nos débats. Déjà cet après-midi, le côté assez masculin de nos débats aussi, je devrais le dire. Heureusement, le terme nature et le terme biodiversité sont des termes féminins, parce qu'on est plutôt masculin autour de cette table pour en parler. Mais ce terme de non-humain me semble, en tout cas dans nos débats franco-français, très occidentaux-centrés, intéressant à voir, parce que, y compris dans ce que j'ai entendu ce matin, j'ai entendu parler de paysage, j'ai entendu parler d'écosystème, j'ai entendu parler de fonction, j'ai entendu parler de tout un tas d'objets qu'on manipule, qu'on bouge, dont on décide qui doit être intéressant ou pas, etc., sans jamais entendre explicitement le fait que nous ayons autour de nous des êtres vivants qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent au quotidien, de survivre, de se reproduire, bref, d'être dans ce processus vital qui fait l'évolution. Et ça rejoint exactement ce que vient de dire, je pense, Virginie, et ce que rappellera Frédéric demain. Cette spontanéité, ces tentatives de passer au travers du temps en assurant ses besoins immédiats, mais en essayant d'aller au-delà, c'est probablement la chose la plus partagée par ces vivants à toutes les échelles, nous compris. Simplement, nous avons un syndrome de puissance qui, quelque part, rend les choses un petit peu plus compliquées. Et c'est peut-être sur ce syndrome de puissance, pas forcément d'efficacité et de pertinence, mais en tout cas de puissance, que se fait ce distinguo entre humain et non-humain, j'y reviendrai. Mais pour moi, le fait de parler de non-humain, en tout cas en ce moment, aujourd'hui, ou dans nos débats actuels sur la biodiversité, c'est justement pour donner à voir que ces objets, ces entités, ces éléments de nos milieux, de paysages, etc., avec toutes leurs dimensions culturelles, patrimoniales, le mot a été lâché, etc., eh bien, sont des vivants. Les platanes qui sont dans la rue d'à côté sont des vivants, et tant qu'on les verra comme des éléments d'urbanisme, etc., qu'on met comme on mettrait une potiche, eh bien, on passera à côté, excusez-moi, de l'essentiel qui concerne cette perception de faire société avec ces non-humains. Donc pour moi, le terme de non-humain est certes un retour à un dualisme, mais je reviendrai sur la nature de ce dualisme un peu plus tard, et sur les allers-retours qu'il y a entre ce monisme et ce dualisme, qui est beaucoup travaillé dans ces questions de conservation. Il me semble être, au contraire, un hommage rendu à ces vivants pour les placer, je dirais, sur un pied d'égalité sémantique avec nous, si ce n'est pas un pied d'égalité sociale, politique, juridique, etc. Mais je crois que c'est effectivement aussi dans vos préoccupations, Virginie Maris, de dire on parle de la nature, on parle de la biodiversité, mais c'est le vivant avant tout. Et le vivant et l'homme, les vivants, et l'homme fait partie de ce vivant et de ces vivants-là. Bernard Chevassion-Louis.
Peut-être pour placer le débat un peu différemment, ce qui est intéressant dans la critique de la notion de nature, c'est surtout la critique sous-jacente de la notion de culture comme processus indépendant. Autrement dit, le fait d'imaginer que effectivement l'homme a construit d'une manière totalement autonome, indépendante et voire transcendante des choses qui lui sont propres et qui ne doivent rien à son état d'être vivant ordinaire, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de déconstruire que la notion de nature. Et effectivement, tous les travaux des éthologues qui ont bien montré à quel point toute une série de comportements humains, voire de valeurs qu'on considère comme morales, eh bien, s'enracinent parfois assez profondément dans des comportements d'autres êtres vivants. Ils ne sont pas en rupture, mais beaucoup plus en continuité et en émergence par rapport à des choses qui étaient déjà présentes dans des sociétés de primates, voire d'autres mammifères ou d'oiseaux et autres. À la limite, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est-à-dire d'alerter sur le fait que cette notion d'émergence d'une culture qui serait le propre de l'homme mérite d'être déconstruite. Christian Berthaud. J'admire profondément donc tout ce qui vient d'être dit, donc son acuité, donc le détail, etc. Simplement, donc mon expérience de technocrate me fait m'interroger donc sur ceci a-t-il du sens au sens un débouché concret qui change le comportement donc des gens. Discuter sur nature versus biodiversité, donc nous ne changerons pas spontanément et rapidement le vocabulaire utilisé donc par monsieur ou madame tout le monde. Donc ce qui est en jeu, d'après ce que je comprends, c'est la manière de caractériser les politiques publiques et la manière de fabriquer donc sinon un consensus, du moins un minimum d'objectifs partagés donc, pour définir des règles au sein de notre société et régir ce qui a un impact sur l'objet dont on parle. Alors, nature a un avantage considérable, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça évoque forcément quelque chose, c'est susceptible d'être mobilisateur, mais vous avez parfaitement raison, il y a plein d'imprécisions, il y a plein de non-dits, et c'est très occidental, et c'est très connoté et daté. Mais de l'autre côté, donc biodiversité, donc, alors ce matin, Olivier Thibault a caractérisé le terme de écolo-bobo, donc personnellement, je ne le ressens pas exactement de la même façon, parce que je n'arrive pas à oublier que ce terme, donc, ce sont des scientifiques éminents, Lovejoy donc, et Wilson, qui l'ont proposé, que ça a donc, pris dans la communauté scientifique, que c'est ça qui a abouti donc, à la Convention mondiale donc, sur la biodiversité, et qu'il y a d'une certaine manière un langage donc, international qui propose des idées aux décideurs politiques donc, et aux sociétés, et que d'une certaine manière c'est la novlangue donc, partagée au niveau donc, de l'humanité, que ce soit chinois, chilien, nord-américain ou européen. Le terme de biodiversité évoque quelque chose. Le problème, c'est de savoir... Christian Berthaud, un terme qui semble, pour le grand public en tout cas, être plus technique, remplir un rôle chiffré, voilà, concrètement, à une époque où on parle du développement durable, du réchauffement climatique, de cette crise de la biodiversité, et qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que ce mot biodiversité, malgré tout, dans l'usage qui en est fait, d'une manière commune, est-ce qu'il ne crée pas une sorte de distance quand même? Parce que c'est un mot qui sonne plus scientifique quand même. Enfin, de mon expérience, je ne voudrais pas donc, dévaloriser la terminologie, mais le monde politique et la société qui prend la décision a une certaine plasticité donc, par rapport donc, au vocabulaire. La question, c'est la légitimité de l'action donc, qui est proposée derrière le terme. Or, dans biodiversité, il y a le consensus scientifique
donc international. Les gens ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'il y a, mais c'est relativement bien trouvé parce que bio, c'est sympathique, et diversité, j'allais dire, au moins dans nos sociétés occidentales, c'est une valeur donc, qui est promue donc, et relativement partagée. On ne sait pas forcément très bien ce qu'il y a par derrière, c'est un vocabulaire d'initié, mais on sent qu'on rentre dans un grand mouvement donc, international. Et pour le ministère de l'Environnement, qui, objectivement, au moins dans sa composante politique protection de la nature, est un petit ministère sans beaucoup d'enjeux. Donc, faire alliance avec donc, un courant donc, international, ça a du sens et ça donne une légitimité et ça permet d'obtenir des arbitrages qu'on n'aurait pas eu donc, préalablement. Donc ça se pèse. Je ne suis pas donc, un farouche partisan de la biodiversité, je ne suis pas un farouche partisan de truc, mais il y a des avantages et des inconvénients. Je suis parfaitement donc, partagé, mais il ne faut pas, enfin je dirais, je rejoins un peu ce qui a été dit ce matin, il y a des moments où il faut utiliser nature, et il y a des moments où il est légitime d'obtenir donc biodiversité, enfin de préconiser biodiversité, notamment si ça permet d'obtenir des arbitrages, de faire bouger, de se situer dans un mouvement que l'on considère comme porteur de progrès par rapport à la situation actuelle. Et donc vous avez parlé de l'usage politique, on va y revenir. Avant de justement poursuivre avec cette entrée formidable que vous venez de nous amener, Christian Barthaud, parce qu'il y aura beaucoup de réactions, je vous propose quand même de s'attarder sur deux questions qui viennent d'être posées. La première, pour rester sur la question nature, Michel Mébec, comment prendre en compte des objets naturels non vivants qui composent le système Terre depuis toujours, tels que montagnes, fleuves, pluie, montagne, donc voilà, en tout cas montagne, fleuve, pluie. Est-ce qu'on peut parler de non-vivants d'ailleurs ? On parle de géodiversité autant qu'on... Enfin, peut-être pas autant, mais en tout cas, on parle de géodiversité comme on parle de biodiversité. Alors là, sur ces objets, montagnes, etc., je ne suis pas moi-même du domaine, donc je ne voudrais pas le caractériser, mais justement, la question qui est posée là traduit bien la diversité des types d'objets, entre guillemets, encore faut-il parler d'objets, au sein de ces objets naturels. Donc, distinguer ce qui est vivant du non-vivant, c'est pas toujours facile d'ailleurs, mais pour un certain nombre d'organismes, on y arrive quand même assez bien, j'espère. Donc voilà, ça a aussi cet avantage-là, d'une certaine manière, de caractériser. D'accord. Deuxième question, et qui va nous amener justement sur cette question de biodiversité. La réaction au Covid aurait-elle été différente si la notion de biodiversité avait été moins dogmatique ? Car la biodiversité sépare l'homme et l'animal. C'est une question de Étienne Lévy. Oui, François Sarrazin ? Alors, déjà, pas l'homme et l'animal, puisque dans la biodiversité, il y a tous les vivants. Les humains font partie de la biodiversité, même si dans un usage parfois un petit peu... moi, je considère dévoyé, on a tendance à dire les humains et la biodiversité. Moi, je dis les humains et le reste de la biodiversité, le reste étant majoritaire. On peut distinguer au sein de cette biodiversité la biodiversité domestique, ça a été évoqué ce matin, ou la biodiversité dite sauvage, avec tous les gradients, etc. Alors, concernant la crise Covid, je pense qu'il est... et ça va rejoindre un peu le propos de Christian Barthaud, il me semble qu'à l'échelle des dernières années, enfin des dernières décennies, des dernières années, et particulièrement des derniers mois, le terme de biodiversité est présent dans notre quotidien médiatique comme il ne l'a jamais été. Il me semble qu'on est tous ici à avoir des expériences diverses de façon de porter ces débats, ces questions du côté de la recherche, du côté de l'action, du côté des politiques publiques, etc. Quand j'entends aujourd'hui dire quand on parle de biodiversité, les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, je pense qu'au quotidien, beaucoup de gens parlent de biodiversité comme ils n'en ont jamais parlé avant. Ils parlent d'écosystème plus facilement aussi. Alors, ils parlent d'écosystème encore bien plus facilement de biodiversité. Ça, c'est un autre débat. Mais le éco pouvant être économie versus écologie, la gestion de la nature ou la gestion de la maison ou la connaissance de la maison, c'est bien connu. Mais ce terme de biodiversité me semble très présent, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, à l'instant où on parle, moi je ne suis pas sociologue, donc je me tourne vers les collègues dont c'est le cœur de métier, je m'interroge, franchement, quand on me dit les gens savent tous ce que c'est que la nature et ne savent pas ce que c'est que la biodiversité. En fin septembre 2020,
je ne suis plus du tout sûr de cette hypothèse. Mais ça mériterait d'être discuté. Je pense que vu la diversité des termes, des choses qu'on met dans le mot de nature, voilà. Encore une fois, ce n'est absolument pas pour jeter le mot nature avec l'eau du bain de ces débats. Hein. Je pense que les différents termes ont leur sens, leurs utilités et leurs usages. Et comme vous dites à juste titre, on vit aussi une période très très particulière et depuis un an, on sent bien que les choses se précipitent par rapport à ces questions-là. En une phrase, on n'entend plus quasiment un responsable politique parler de climat sans parler de biodiversité à côté. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, me semble extrêmement surprenant. On peut non, c'est pas de la pensée. Enfin, après, je ne dis pas qu'ils en font quelque chose. Hein. Je ne dis pas qu'ils en font quelque chose. Alors, mais il y a une montée en égalité de ces deux termes qui est peut-être encore en phase d'initiation, mais qui est quand même récente et, je pense, importante. Alors, deux réactions peut-être, et puis je prendrai deux autres questions. Sur le Covid, je crois qu'on peut faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur les espèces exotiques envahissantes ou ce qu'on a vu sur les bouquetins du Bargy. C'est qu'effectivement, il faut se départir d'une vision un peu trop positive et naïve du fait que la cohabitation avec l'ensemble des non-humains est un long fleuve tranquille. Et donc, effectivement, on était peut-être dans une société dans laquelle on disait les maladies infectieuses, bon, ben, bien sûr, Ebola, c'est en Afrique, la grippe asiatique, c'était très loin. Et donc, ça repose effectivement la question de, c'est pas si simple que ça, effectivement, de faire la place sur une petite planète avec d'autres non-humains, pour garder ton terme. Et puis on pourrait citer le cas de l'ours, du loup et autres, on va peut-être en parler. C'est vrai que cette question de si nous voulons effectivement ne pas être la seule espèce à peupler notre planète, eh bien ça pose un certain nombre de questions et il faut socialiser les débats. C'est un peu cette question que ça pose, quoi. Et donc on voit bien une remontée d'un courant hygiéniste, je dirais qu'on voit arriver des knocks de la biodiversité qui voudraient effectivement étendre à l'ensemble de la planète la conception qu'ils voulaient appliquer autrefois à l'espèce humaine. Alors, je vous donne la parole, Jean Thormeyer, et en sachant qu'il y a justement une question qui concerne le droit, et c'est une question qu'on aurait abordée, ben oui, mais parce que c'est essentiel et que vous n'y couperez pas, parce que le droit aujourd'hui, beaucoup en dehors de moi veulent en parler, et donc, bien évidemment, quand on voit la teneur de la question, on comprend. Pierre Clavel, donc, qui nous pose cette question, faut-il envisager de reconnaître des droits à la nature, à un cours d'eau, à une montagne, à une forêt, comme la Cour constitutionnelle colombienne ou néo-zélandaise l'ont fait vis-à-vis d'un fleuve, ou considérer seulement que l'homme a des droits et des devoirs sur la nature. Et c'est vrai que c'est au cœur de toutes ces actions aujourd'hui, actions en justice, actions pour faire aussi reconnaître cette notion d'écocide, faire en sorte aussi d'intégrer dans les constitutions, dans les lois, cette protection de la nature. Donc oui, vous n'y couperez pas. Hein. Jean Thormeyer, allez-y. Mais je peux quand même dire avant, allez-y. Dans le contexte de ce qui a été dit précédemment, que la diversité aujourd'hui, c'est quand même une notion qui est, alors je ne sais pas comment dire, pas à la mode, c'est pas ce que je voulais dire, mais qui est dans l'air du temps, qui paraît porteuse, à la différence, par exemple, de l'uniformité. Hein. Et d'ailleurs, j'ai été frappé, je l'ai dit pour les organisateurs, de cette photo de Camargue, qui est très belle. Et la Camargue, c'est vraiment quelque chose, mais comme illustration de la diversité, on peut trouver autre chose, hein, parce que c'est au contraire une vision de l'uniformité qui est présentée ici. Mais enfin, bon, ça c'est une petite taquinerie pour les organisateurs. Oui, vous voulez que je dise un mot du droit? Ah ben quand même, oui, en parlant bien dans votre micro. Mais vous savez, le droit, c'est toujours celui qui vient en dernier. Hein. Le droit, c'est un peu la photographie des choses. Mais on peut en parler quand même. La question des droits à la nature, bah oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. La nature... Alors, il faut dire aussi qu'il y a des sujets, enfin des façons de dire le droit qui font hurler. Si vous dites la nature sujet de droit, je me souviens de la polémique avec Ferry il y a quelques années. C'était vraiment
attentatoire à la dignité humaine de vouloir considérer les animaux ou la nature comme sujet de droit. Mais je pense quand même que ça, c'est une des voies que l'on pourra suivre. Alors, on l'a déjà en partie emprunté, puisque dans le Code civil, maintenant, on reconnaît l'animal comme un être sensible. Alors, vous me direz, il est toujours soumis au droit des biens, au régime des biens, ce qui limite quand même la portée de l'innovation, mais on sent bien qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement, et un mouvement qui va dans ce sens-là. Et le Code de l'environnement, alors, sur ces notions de nature et de biodiversité, est-ce qu'il y a peut-être des éclairages pour voir ce qui se passe, en tout cas, cette avancée ou ces notions dans la société ? Vous parlez des droits ? Oui, non, le Code de l'environnement, oui, voilà. Parce que là, les questions de droit, c'est dans le Code civil. Oui, mais le Code de l'environnement, oui. Oui, c'est saisi de cette question on imagine d'assez bonheur. Je ne sais pas, depuis, on l'a évoqué un peu ce matin, depuis 1957, je dirais, depuis la création des réserves naturelles. Dans les évolutions, il y a toujours quelque chose qui vient avant et puis qui ruine la rigueur de la démonstration, c'est que dès 1946, on crée le Conseil national de la protection de la nature. C'est un peu embêtant, c'est pas trop le mettre. Mais enfin, si on fait remonter le droit de l'environnement moderne en 57, vous voyez, on a l'impression d'une part d'un progrès continu, 57 les réserves naturelles, 60 les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux quelques années après, la loi de 76, la grande loi sur la protection de la nature, et puis on continue. Mais est-ce qu'il y a une accélération la loi sur la biodiversité de 2016. Est-ce que vous percevez une accélération, Jean Tourmailleur, on est en train de discuter effectivement de ces notions, nature, biodiversité. On se rend compte que, ne serait-ce que sur l'année passée ou même ces 2 dernières années, il y a une prise de conscience plus large dans la société civile, qu'il y a des manifestations pour le climat, qu'il y a vraiment cette ébullition et que ce n'est plus du tout des notions de niche, si je peux me permettre d'utiliser ce mot. C'est vraiment des notions qui sont rentrées dans tous les foyers. Et donc, on a aussi la perception du fait que le droit va jouer un rôle peut-être comme accélérateur potentiel ou comme outil pour faire avancer, ne serait-ce que la protection de l'environnement. Oui. Bernard Chevassioulu et ensuite Virginie Maris. Cette notion d'être sensible me gêne toujours pour 2 raisons. D'une part, parce que j'ai tendance à penser que tous les êtres vivants sont sensibles au sens qu'ils sont capables de percevoir des signaux, de les interpréter et d'adapter leur comportement, sinon ils seraient disparus depuis longtemps. Mais de manière beaucoup plus fondamentale, on est en train de passer d'une situation dans laquelle il fallait être intelligent pour avoir des droits, espèce humaine, maintenant il faut vraiment être sensible pour avoir des droits. Et donc le jour où on dira les êtres vivants en tant que tels ont des droits, qu'ils soient intelligents ou pas, sensibles ou pas et autres, je crois qu'effectivement on voit bien et que, par exemple, l'animal dans le droit, en fait, c'est essentiellement des mammifères et des vertébrés, quoi. Bon. Et vous savez qu'une des premières lois de protection en Grande-Bretagne au 19e, il était interdit de faire souffrir l'animal d'autrui. Pourquoi ? Parce que c'est de même qu'il ne faut pas cabosser la voiture de son voisin, c'est-à-dire c'était un dommage au bien. Et ce qui veut dire que cette catégorie de droit des res nullius, les choses qui n'appartiennent à personne, sont encore aujourd'hui parfaitement taillables et corvéables. Vous n'avez pas le droit de martyriser des faisans d'élevage, mais dès lors qu'ils sortent de leur enclos, vous pouvez les tirer à la Kalachnikov, on ne vous dira pas que c'est pas bien. Donc effectivement, le simple fait de franchir une clôture et de passer du statut de propriété au statut de bien non approprié, vous fait dégringoler dans l'échelle des droits de manière radicale. Et ça, c'est pas acceptable, je veux dire, encore aujourd'hui. Virginie Maris. Oui, je voulais revenir justement sur la genèse du terme de biodiversité, mais avant ça, je voulais simplement ajouter un commentaire sur l'impression qu'on pourrait avoir vous parliez d'un progrès continu dans
l'histoire de la protection de la nature et sa prise en compte juridique, il faut dire que ce progrès est à la mesure des assauts, à la mesure des destructions. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a de plus en plus de statuts de protection, de structures, ou par exemple, même sur la question de la souffrance animale, on a effectivement augmenté légèrement le type de traitements qui sont légalement possibles d'infliger aux animaux, mais c'est très modeste par rapport à l'amplification et la massification de, on va dire, la torture animale dans le contexte de l'élevage industriel, de l'accaparement, l'appropriation, la destruction des milieux naturels dans le contexte des forages miniers. Donc voilà, c'est simplement de ne pas non plus se contenter de l'impression que les protections et les prises en compte juridiques s'améliorent. En fait, elles ne s'améliorent qu'à la mesure où s'amplifient les atteintes et les destructions. Et c'est en ce sens-là que j'aurais voulu faire un petit pas en arrière pour revenir sur ce que Christian Barthaud mentionnait tout à l'heure sur le terme de biodiversité. Peut-être que, François, tu as raison, c'est suffisamment rentré dans le vocabulaire commun pour qu'on ne... Peut-être pas suffisamment. Voilà. C'est largement rentré dans la culture commune, mais peut-être que ça vaut quand même la peine de refaire un petit topo historique. En fait, ce terme-là, il intervient... donc en 1985, l'Académie des sciences américaines organise un grand forum sur la diversité biologique, forum qui, dans la tradition de l'Académie des sciences américaines, a vocation à être très neutre, très objectif, à rassembler des spécialistes éminents de leur domaine. Et en fait, parmi ces spécialistes éminents de leur domaine, se trouve la crème de l'écologie, de la biologie évolutive de l'époque, qui sont tous totalement catastrophés par la chute vertigineuse de la diversité biologique, très centrée sur les enjeux tropicaux, parce qu'on a vraiment des assauts sur les forêts tropicales, des disparitions d'espèces sous leurs propres yeux, des scientifiques qui font leur terrain et qui voient leur terrain disparaître et se saisissent finalement de ce forum pour lancer un cri d'alerte. Et le terme même de biodiversité, il arrive de façon un petit peu accidentelle, comme une contraction dans les communications internes autour de ce forum. On parlait de biological diversity, puis ils se mettent à dire biodiversity. Et puis alors S. Wilson, je pense que c'est Ralton, il y a quelqu'un qui... C'est quelqu'un un peu plus obscur, un administratif, un organisateur, peut-être un technocrate, qui a cette idée de garder ce terme et de nommer c'est l'éditeur, mais je me souviens plus de son nom de famille, commence par un R. Et c'est, bref, et à cette idée un peu géniale de se saisir de cette contraction et d'en faire un néologisme. Et en ce sens, la biodiversité, c'est pas simplement la diversité biologique, c'est vraiment la diversité biologique menacée qui devient un sujet politique, social, éminent et qui a un succès fulgurant. C'est-à-dire que, donc là on est en 86-87 pour la publication des actes, effectivement 92 le sommet de la Terre. Alors la CDB est restée, la Convention sur la diversité biologique, mais tout le monde, vous y compris, l'appelle la Convention sur la biodiversité. Dans le champ académique également, se structurent vraiment des études des sciences de la biodiversité qui vont ne faire que s'élargir en termes d'interdisciplinarité avec la nécessité évidente d'inclure les sciences humaines, d'inscrire l'évolution, l'histoire longue du vivant dans les mêmes départements que les écologues qui travaillaient avant en taxinomie, enfin écologues et taxinomistes. Et donc, simplement, voilà, se rappeler peut-être de cette espèce de... Alors Clémence, c'est ce climax de la prise de conscience où un terme a réussi à produire une vraie scène à la fois, on va dire, dans l'espace public, dans le champ scientifique et dans on va dire, la sphère politique, un vrai thème de ralliement. Et je pense que ça, typiquement la nature, parce qu'on a commencé sur le terme de nature, parce que vous nous interrogiez dessus, mais justement c'est ce concept, c'est ce terme qui a des millénaires d'histoire qui charrie avec lui tant de choses, n'est
probablement pas susceptible de capturer le moment d'urgence. Et donc je veux juste finir cette brève intervention là-dessus, c'est qu'en fait on parle de biodiversité, comme on s'est mis à parler de couche d'ozone quand il n'y en avait plus, ou de climat quand il se détraque, on parle de biodiversité à un moment où de façon évidente, on rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e crise d'extinction majeure, on rentre dans un régime de disparition, de raréfaction des espèces, des milieux naturels, qui est totalement catastrophique. Oui. Et ça, on va dire, le long fleuve tranquille de la nature est peut-être pas tout à fait apte à capturer ça. Oui. Alors, des petites précisions, mais justement, Walter Rosen, c'est lui, on le signale. Et alors, pour petite précision, effectivement, je crois qu'il était chercheur et pas éditeur. Et on me précise aussi le terme diversité biologique est inventé par Thomas Lovejoy, biologiste américain, qui l'a utilisé dans 2 publications en 1980. Et donc, par la suite, voilà, le terme est effectivement contracté. Je précise pour tous ceux qui réagissent effectivement aussi par ces questions qu'on aura un temps où je reviendrai, hein, je ne vous oublie pas, mais il y a des points très intéressants. Par exemple, Claire Paris qui dit, dans le cadre d'un atlas de biodiversité communale, nous avons lancé un questionnaire aux habitants avec notamment la question, pour vous, qu'est-ce que la biodiversité ? Et parmi les réponses, c'est un mot compliqué que tout le monde peut remplacer par la nature en majuscule. Voilà. Donc vous vouliez réagir, Christian Berthaud, et puis ensuite François Sarrazin. Non, je voulais revenir, que j'ai entamé hier, donc m'excuse sur le fait que la nature puisse devenir sujet de droit au moment où la Nouvelle-Zélande donc, a accordé un statut nouveau, totalement dérogatoire à l'approche juridique traditionnelle de droit occidental. Donc je m'étais intéressé et j'avais regardé pourquoi il y avait un contexte pour lequel on est obligé de ne pas sous-estimer la médiation humaine, parce que c'était dans un territoire sur lequel des droits étaient reconnus à des populations donc, autochtones, on intégrait le fait que ce fleuve avait une signification donc, importante, reconnue comme interlocuteur, entre guillemets, non humain de ces populations autochtones, et donc on a accepté de rentrer dans cette logique intégratrice donc, complète. Mais ce n'est pas une décision, on n'a pas pris un fleuve au hasard ou une forêt au hasard, donc il y a bien quelque part entre la décision juridique et, entre guillemets, la nature donc, de base, la médiation d'un système culturel qui faisait que ce fleuve donc, était déjà reconnu par des humains comme un interlocuteur. Ce qui renvoie à la question qui est riche d'ambiguïté, donc si on généralise le dispositif, quand on n'est pas dans ce système, qui est habilité à se faire le porte-parole donc, de ce fleuve, de cette forêt, etc. Et c'est des questions qui sont lourdes de sens pour l'équilibre et le fonctionnement de nos sociétés démocratiques telles qu'elles fonctionnent actuellement. François Sarrazin. On souhaite répondre à plusieurs questions emboîtées. En fait, j'aurais à dire sur les 2 interventions précédentes. J'aimerais bien juste poursuivre un tout petit peu, compléter ce qu'a dit Virginie, parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête du point de vue de la recherche académique sur cette biodiversité ou cette nature. Moi, il s'avère que j'étais comme d'autres encore jeune étudiant, puis doctorant dans les années 80-90 du millénaire dernier. Les sciences, on était en pleine émergence. Je pense que Bernard pourra corriger, mais d'une écologie, d'un renouveau, d'un peu après, peut-être des sciences dites de la systématique, de la taxonomie, etc., notamment au Musée national d'histoire naturelle, mais ailleurs, qui avaient pas mal de difficultés quand même à se maintenir et à être reconnus comme légitimes, voire sérieuses dans le champ académique. Ça pouvait se discuter en termes de mètres carrés alloués ou de postes alloués dans nos institutions de recherche, vis-à-vis d'autres champs de recherche, des sciences dites plus dures. Nous sommes, nous, les sciences molles, les sciences dures, hein, pour ceux qui aiment bien ce genre de termes. Moi, je bannis ce genre de terminologie, mais comme on l'entend souvent. Et donc cette mise en quantification, y compris parfois en binarisation un petit peu de cette nature par
cette quantification de la biodiversité, de ces états, de ces processus, la quantification, la modélisation, la mise en équation, tout ça, a aussi contribué, participé de cette émergence et cette reconnaissance dans le champ des sciences académiques de ces sciences du vivant non humain, puisque les sciences de la vie, c'est quand même, et ça reste encore beaucoup, les sciences du corps humain, en quelque sorte, ou des cellules humaines. Et donc, cet élément-là était aussi un élément important. Donc, il y a eu, effectivement, beaucoup de chercheurs se sont engouffrés et ont porté aussi ce discours sur la biodiversité avec des approches nouvelles, mais aussi avec un enjeu fort de faire reconnaître ce champ-là dans les sciences de la nature. Et il y a une autre dimension qui se surajoute encore à ça, on n'en a pas trop parlé, c'est les sciences, enfin, ce qu'on a appelé la biologie de la conservation, les sciences de la conservation, c'est-à-dire non seulement le fait qu'on comprenne cette biodiversité, son évolution, son fonctionnement, mais aussi le fait qu'on cherche à la protéger. Et ça, c'est passé du champ, et là je me tourne vers les collègues, Société de protection de la nature, etc., un certain nombre de naturalistes ou de taxonomistes ou de chercheurs qui étaient dans des institutions de recherche faisaient de la protection de la nature le vendredi soir ou le samedi et le dimanche dans des associations, mais ne le pratiquaient pas dans leur activité professionnelle. Le fait que ça devienne un champ de recherche, d'action, d'interaction avec les acteurs, ça date d'une période récente, dans le monde anglo-saxon dans les années 80, une dizaine d'années plus tard dans nos laboratoires français. Et aujourd'hui, tous nos laboratoires d'écologie, etc., d'une manière ou d'une autre, justifient leur existence par le fait qu'elles contribuent à essayer de lutter contre ça. Donc cet enjeu-là a aussi amené à porter ce terme, en tout cas dans le champ académique, je pense, ce procès en légitimité un petit peu. Voilà. Et puis, je rebondirai à un autre moment peut-être sur ce allez-y rapidement. Oui, allez-y. Non, ça va être trop long. Je ne veux pas faire de longs tunnels. Bon. Non, mais parce qu'on aborde effectivement maintenant un thème qui était prévu dans la table ronde, mais je vois bien que ça frétille aussi dans les questions qui sont posées. C'est tout simplement pourquoi est-ce qu'on devrait choisir entre les deux ? Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Est-ce qu'il faut les opposer ? Je vois la question posée par Frédéric Ducarme. Faut-il absolument opposer ces deux termes alors qu'ils ne sont pas synonymes, n'ont pas les mêmes usages ni les mêmes dénotations ? Ne peut-on pas plutôt les penser en symbiose ? Et puis on a abordé aussi le thème à juste titre de la préservation, de la conservation, c'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la question de est-ce que nature, vivant, biodiversité, leur usage ne peut pas aussi servir à cette conservation, à cette préservation, comme des outils, des armes. Et donc là, je mentionne la question de Jacques Tassin, que je salue. Le fond de la question, lorsqu'on évoque la biodiversité ou la nature, n'est-elle pas d'assurer la cohabitation, le partage, la coexistence, voire la convivialité entre l'humain et l'autre qu'humain. Alors, Jacques Tassin ne dit pas le non-humain, mais l'autre qu'humain. Voilà. Donc, je pense que sur ce terrain-là, il y a également des choses à dire. Bernard, je vais à Louis. Oui, je crois qu'il y a plusieurs registres. Il y a le registre que vient d'évoquer François, qui est est-ce que, comme on dit pour être cuistre, en termes heuristiques, c'est un enjeu de recherche qui fascine. C'est-à-dire, est-ce que l'étude et la compréhension des processus de genèse de diversité, qu'il s'agisse de la diversité des individus, des espèces, d'écosystèmes et autres, peut être un champ de recherche qui renouvelle un certain nombre de disciplines. Et là, je ne développerai pas, mais je pense qu'effectivement, il y a un véritable enjeu, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de théorie générale de la biodiversité. Quand vous dites la gravitation à un physicien, il y a une théorie générale qui rend compte de tous les phénomènes de gravitation. Dans le cas de la biodiversité, il n'y a pas une théorie unifiée. Bon. Mais justement, c'est ça qui est intéressant à mon avis. Donc ça, c'est la dimension recherche. Et comme l'a dit François, j'ai vécu un peu de l'intérieur, il ne faut pas avoir une vision idyllique de cette convergence. Ça a été un opportunisme d'opprimés qui fait que les biologistes des populations, les systématiciens et les écologues, qui étaient tous considérés comme des joyeux drilles, se sont appropriés le terme, alors que les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire les gens de la biologie moléculaire, de la biologie du développement et autres, alors qu'un des premiers phénomènes de biodiversité, c'est qu'à partir d'une cellule unique fécondée, nous générons une diversité de cellules et d'organes qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et jamais vous ne verrez un embryologiste utiliser le terme biodiversité pour parler de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pignon sur rue, ils n'en avaient pas besoin. Hein. Bon. Donc ça, c'est la dimension scientifique. Puis ensuite, il y a la dimension politique, c'est-à-dire, a-t-on intérêt à utiliser tel ou tel terme ? Et ça, on peut en discuter. Mais je crois qu'il y a ces deux dimensions au moins.
Sur les termes, je rebondis aussi sur la question d'Aurélie Delaveau, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Les notions dynamiques de vivant ne sont-ils pas reléguées, enfin ne sont-elles pas, pour le coup les notions, ne sont-elles pas reléguées à un second plan dans ce débat sur les termes? On sent que sur les termes, il y a des questions là aussi. François Sarrazin. Oui, merci Aurélie pour cette question. Effectivement, je pense que c'est absolument central. Alors, ce matin, on a beaucoup employé, on a entendu plusieurs fois le terme de libre évolution être employé. Je pense que c'est un terme qui tient à cœur. On est quelques-uns à être assez concernés par cette question de savoir comment ces choses-là peuvent être perçues, acceptées, utilisées, etc., dans tous ces débats autour de la biodiversité. Je pense que, paradoxalement, ce terme, en fait, il est le plus souvent perçu au sens des dynamiques écologiques. C'est-à-dire que, effectivement, quand on commence à regarder un petit peu ce fonctionnement de cette biodiversité, on se rend compte que quelles qu'en soient les dimensions, tout est toujours mouvant, dynamique. La notion d'équilibre, elle est de plus en plus... Enfin, moi, c'est un mot tabou dans mes cours d'écologie. Je m'en méfie comme de la peste. Tous les équilibres sont dynamiques, ne concernent qu'une des dimensions de ce qu'on est en train de regarder. Pendant que quelque chose ne bouge pas temporairement, plein d'autres choses bougent en même temps. La question des échelles de temps, d'espace, sont absolument centrales. Et donc, effectivement, expliciter la nature dynamique de tout ce qui concerne, j'ai dit la nature dynamique de la nature et de la biodiversité, c'est extrêmement important. Et c'est important aussi dans le procès un peu en fixisme qu'on fait souvent à certaines actions de conservation. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais et dans le débat, je pense, de ces 2 jours qui portent sur réserve intégrale versus nature ordinaire, j'ai entendu ce matin le mot de mise sous cloche revenir comme d'habitude, la tarte à la crème du procès fait à cette nature intégrale. Moi, à ces réserves intégrales, je rappelle en permanence que ces soi-disant mises sous cloche sont justement le contraire du fixisme qu'on applique quotidiennement à toutes nos relations à la biodiversité quand on dit « toi tu dois être ici, toi je te cultive comme ça, toi je te coupe à telle échéance parce que je veux que tu ressembles à ça ou à ça ». On sort de ce fixisme-là qu'on pratique au quotidien pour laisser faire des dynamiques d'êtres vivants sur lesquels justement ces autres qu'humains, on lâche la prise, on lâche la main. Donc cette mise sous cloche, c'est tout le contraire. C'est une mise en perspective de redonner de la liberté, redonner du choix, à des échelles peut-être très instantanées pour les êtres vivants qui nous entourent. Et quand je parlais au tout début d'évolution, au sens cette fois-ci darwinien du terme, elle inclut ces dynamiques. C'est-à-dire que le moteur de cette évolution se nourrit des dynamiques écologiques qui ont lieu à chaque instant. Et donc, cette perspective évolutive à grande échelle de la façon dont on se place, nous, humains, parmi cette histoire du vivant, et on y reviendra peut-être quant à la décision qu'on a de coexister avec le reste, eh bien, elle me semble s'appuyer sur cette vision très dynamique de ce vivant, mais dynamique non seulement à l'échelle des dynamiques écologiques, mais à l'échelle des dynamiques évolutives. Donc oui, ça doit être au cœur de ce qui nous entoure et de ces débats, cette notion de dynamique. Alors, qu'a-t-on à gagner à opposer ces termes-là ? Nature, biodiversité. Personnellement, moi, rien du tout. Hein. Je considère qu'ils sont... Tour de table. Non, par contre, le fait qu'à travers biodiversité, on puisse davantage insister sur le fait que ce qui est important de protéger, c'est des processus plutôt que des états, c'est là l'usage qui me semble intéressant de biodiversité. Ça met l'accent sur le fait que, et là je dirais c'est plutôt les modes de représentation un peu orientaux qui fait que, je dirais, les êtres vivants tels qu'on peut le voir à un moment donné ne sont que des concentrations fugaces de matière et d'énergie de tout un réseau qui continue à se déployer. On sait très bien que le champignon dans une forêt telle qu'on l'appelle, en fait, n'est que l'émergence fugace de tout un réseau qui parcourt toute la forêt et qui de temps en temps fait apparaître ce qu'on appelle des champignons, quoi. Et donc le fait d'insister sur justement cette dimension sous-jacente des processus et que des politiques de protection de la nature ou de la biodiversité doivent être attentives beaucoup plus à s'intéresser à ces processus, à ces relations, à ces interactions, plutôt qu'à des arrêts sur image qu'on peut observer, là, le terme biodiversité est utile pour donner cette valence. Mais je crois qu'il faut effectivement parfois... parce que le risque, par contre,
c'est de dire que si tout est dynamique, si tout évolue, si les équilibres sont des fantasmes, dans ce cas-là, pourquoi faudrait-il protéger un État, hein, et donc le fait de temps en temps quand même de dire que certains États sont ce que j'appelle un peu des cathédrales de la nature, c'est-à-dire sont des réalisations qu'on ne reverra peut-être jamais, et qu'à ce titre, elles ont un certain droit. Il faut jouer sur ces deux tableaux, quoi. Il faut jouer sur ces deux tableaux. Jean Thormeyer et ensuite Virginie Maris. Parlez bien, le micro. Voilà. Sauf sur un point tout à l'heure, c'est votre exemple du faisan. Parce que vous avez dit qu'une fois relâché, le faisan pouvait être tiré à la Kalachnikov. Ah non, parce que le Code de l'environnement interdit pour la chasse l'usage des armes de guerre. Mais pour le reste, je suis bien d'accord. Merci pour cette précision, Jean Thormeyer. Maintenant, vous savez, pour ce qui est de la question des mots, savoir nature, biodiversité, etc., nous ne sommes pas maîtres des mots. Les mots, on les emploie à un moment donné parce que un problème se pose avec une particulière acuité, parce qu'on a engagé pour le résoudre une politique dans un sens ou dans un autre. Et ce qui le montre bien, je crois, c'est les changements, me semble-t-il, des appellations du ministère de Christian Barthaud. Hein, on était, je crois, en 71, au moment de sa création, à protection de la nature et de l'environnement. On n'a pas encore parlé de celui-là. Bon. Et puis après est venue la qualité de la vie. J'en oublie entre-temps. Avant la transition écologique, il y a eu le développement durable. Vous voyez, ces mots, on ne les a pas inventés, je pense pas, pour le plaisir du ministère, mais c'est parce que les mots correspondent à un état donné de la société et à un certain nombre d'objectifs. Donc, de toute façon, quelle que soit notre autorité à cette table, nous ne sommes pas maîtres des mots. Voilà mon message. Virginie Maris. Oui, évidemment, et je serais bien en difficulté de répondre à cette question, pourquoi choisir, mais peut-être pour préciser un petit peu les lieux de convergence entre biodiversité et nature, et notamment par rapport à ce commentaire qui disait on fait un questionnaire et puis finalement la biodiversité c'est ce qu'on écrit quand on veut pas dire nature, je sais pas comment c'était. Il me semble que une chose importante, et effectivement qu'on a beaucoup reproché au concept de nature, c'est d'exclure l'humain, c'est de ne pas être capable de mettre en valeur toutes les relations harmonieuses ou mutuellement épanouissantes que les humains peuvent entretenir avec leur milieu et les vivants qui l'habitent. Et si on revient parce qu'il me semble qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue que la question de ces qualifications, quels sont les bons termes, etc., c'est pas une question de pureté sémantique ou quoi, c'est quels sont les termes efficaces. On est dans une situation de menace sur la nature ou la biodiversité, dans une situation de pression. Si on pense à la montée en politique, c'est parce qu'il y a par ailleurs des pressions qui sont énormes et qui ne cessent de s'amplifier, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et en fait, peut-être que un des caractères les plus mortifères ou les plus nuisibles des activités humaines sur le monde naturel qui les entoure est passé par des formes d'homogénéisation. Et ça, ça se retrouve dans l'histoire longue de l'humanité où effectivement il faut, pour assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité, homogénéiser plus ou moins son environnement, etc. Mais ça s'est fait de façon douce, douce ou moins douce, hein, on a quand même les extinctions de mégafaune, etc. Mais en tout cas d'une façon qui n'était pas globalisée et menaçante comme elle devient aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on regarde l'agriculture industrielle, la consommation de masse, l'hyperurbanisation liée au transport massif des marchandises à travers le monde, les changements climatiques, sont autant de phénomènes qui atteignent la nature, non pas parce qu'elle est humaine ou non humaine, hybride ou pure ou je ne sais quoi, qui attaquent la diversité
des entités et des milieux dans lesquels on vit. Et du coup, ce terme de biodiversité, pour moi, je pense que moi, je parle de nature sauvage, et je vais me promener dans la nature, j'ai jamais vu personne s'exclamer devant de la biodiversité ou du service écosystémique, etc. N'empêche que quand on veut monter en politique, quand on veut essayer de faire passer des lois, des objectifs, des réglementations, caractériser la diversité du monde vivant, il me semble que c'est une façon assez utile et qui converge assez bien avec ce qui menace de façon beaucoup plus globale, d'aucuns diraient la vie sur Terre finalement, qu'elle soit humaine ou non humaine. Donc voilà, c'était simplement pour revenir sur peut-être une certaine opérationnalité de la biodiversité qui centre la description et qui centre l'enjeu sur cette diversité du vivant, parce qu'en fait, du vivant, par exemple, il n'y en a jamais eu autant. Le nombre la masse totale de vertébrés sur Terre aujourd'hui est énorme, et il y a plus de vertébrés sur Terre aujourd'hui, sauf que ce sont des cochons et des poulets. Et des humains. Enfin, il y en a plus que, on va dire, au néolithique ou avant la... Donc, il y en a en masse du vivant. Il y a du maïs OGM, il y a du cochon, il y a Donc, c'est mais sûr, le vivant dit sauvage, lui, est en crise, en perdition. On a une inversion complète des rapports en 10 000 ans. Je vous épargne les chiffres, mais c'est complètement catastrophique. Et pareil pour la nature, on peut aller se promener dans une forêt de pin Douglas plantée au cordeau. Dire, je me suis promenée dans la nature. Peu importe qu'on passe des heures et des heures à savoir si on était dans la nature ou pas dans la nature, en tout cas, c'est sûr que quand on est dans une forêt de pin Douglas plantée au cordeau, on se promène dans quelque chose qui est beaucoup moins riche, beaucoup moins probablement résilient, beaucoup moins épanouissant, et pour les vivants autres qu'humains et pour les humains eux-mêmes. Donc voilà, simplement revenir sur l'importance peut-être dans l'urgence des politiques publiques qui sont à mettre en œuvre aujourd'hui, de se centrer sur la diversité, non pas comme une fin en soi, mais comme un des caractères typiques, on va dire peut-être essentiels de la vie et de son évolution dans le temps long, qui est de façon extrêmement brutale malmenée aujourd'hui. Alors là, c'est Didier Nicot, adhérent SNPN, qui dit « Et si on parlait de la vie des êtres vivants, du respect du vivant, ne serait-ce pas plus clair ?» Voilà, mais je pense qu'on a déjà effectivement abordé ces questions-là, mais il y a des réactions. Et puis Étienne Lévy, Biological Diversity ne signifie-t-elle pas appropriation des ressources du vivant par les laboratoires? Donc là, on est sur l'usage de ces notions-là également. Alors, Christian Barthaud, vous levez le doigt, mais ça tombe bien, parce que je voulais vous poser une question aussi. On a parlé des usages politiques, mais est-ce que le monde politique, par son usage des deux notions, ne joue pas aussi un rôle dans ces questions sémantiques? En un mot, ces mots-là, est-ce qu'ils n'ont pas tendance aussi à être instrumentalisés, à devenir des outils au service du politique? On peut penser au terme nature, naturalité. C'était en mai 2019, si je ne m'abuse, Rémi Luglia. Le président Macron avait souhaité qu'en 2025, la France affiche 30% de protection forte, dont 10% en pleine naturalité. Voilà. Il y a toute une sémantique qui sert aussi le monde politique. Je pense qu'on est à l'interaction entre ce que je voulais dire et la réponse à votre question. Je voulais insister sur le fait que, effectivement, je suis intimement convaincu que le processus mobilise ou doit mobiliser notre attention, au moins autant que l'État et probablement davantage, et que c'est là-dessus que ça se joue. Simplement, j'ai des doutes sur le fait que pour le décideur politique ou pour Monsieur Tout-le-Monde, le processus est consubstantiellement lié au terme biodiversité. C'est notre débat. Mais je dirais qu'à la limite, c'est pas très important. Et permettez-moi une petite anecdote. J'avais un ancien directeur, André Gramont, qui était blanchi sous le harnais, très fin connaisseur du monde politique, et qui disait un des problèmes pour les politiques de long terme, c'est que pour un homme politique, avoir une politique, c'est changer de politique. Ce qui pose toujours des problèmes quand on a besoin de continuité dans l'action. Or, le changement de vocabulaire est, d'une certaine manière, une réponse à ce besoin. Alors que ça soit instrumentalisé ou que ça soit mobilisateur pour infléchir une politique,
Je dirais que je ne suis pas juge et ce n'est pas là le plus important. Ça s'apprécie donc a posteriori. Si effectivement, en prenant le terme de biodiversité, il y a une évolution donc, des politiques et que ça prend davantage en compte les processus que l'État, je dirais c'est gagnant-gagnant. Simplement, ce n'est pas, de mon point de vue, totalement évident, donc ni dans un sens ni dans l'autre, au point de vue instrumentalisation ou au point de vue donc, mobilisation. Par exemple, pour revenir sur la question de la nature ordinaire, je ne suis pas convaincu que c'est l'émergence du terme biodiversité qui explique, qui justifie, qui a créé la mobilisation donc, pour la trame verte et bleue. Donc c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus compliqués, mais par contre, le vocabulaire, à l'occasion donc, de son maniement, peut être une occasion de poser les problèmes un peu différemment. Mais le mot en lui-même, comme le dit Jean Termeyer, on ne le maîtrise pas. Donc non seulement on ne le maîtrise pas, mais quand on l'utilise dans une loi, de temps en temps, aussi bien les acteurs de terrain que le juge ne l'utilisent pas de la manière dont il a été initialement donc, voulu. Donc on est dans un univers à interaction donc, multiples, mais le changement de vocabulaire peut être, enfin, je dirais, un palliatif pour justifier donc, un changement de politique. Bernard Chevassouli, oui. Puis après François Sarrazin. Là, je dois dire que je m'interroge parce que je crois que c'est une fatalité du fait politique que pour qu'un sujet soit saisi par le politique, il faut qu'il soit clivant, c'est-à-dire qu'il faut que ça permette de se démarquer. Et on voit bien que dans le domaine de la biodiversité, on est en train de voir se dessiner des clivages politiques. Hein. Donc il y aurait une écologie de droite et de gauche. Enfin, bon. Et ma question, c'est effectivement, est-ce que ça va faire avancer le truc ou pas? Et je dois dire qu'à ce stade, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le phénomène de politisation de cette question se dessine. Et je crois que c'est effectivement un gros point d'interrogation pour la suite des événements. Hein. François Sarrazin. Moi, je pense que cette question de la politisation, enfin, je pense que Virginie l'a abordée, elle n'est pas nécessairement sous-jacente à la question de ce qu'on essaye de comprendre ou de décrire dans la biodiversité, même si je pense que même dans des sciences qui se prétendent un peu en amont, fondamentales, etc., on a des valeurs, on a des représentations, la façon dont on formule nos hypothèses reflète déjà certaines représentations a priori du monde, donc je pense qu'on n'est pas hors sol quand on fait une recherche dite un peu, j'aime pas le mot fondamental, mais enfin je pense qu'on se comprend, descriptive du fonctionnement du monde. Mais dès qu'on est sur des approches qui essayent de mêler réflexion scientifique, action, gestion, etc., pour questionner la protection, la conservation, la gestion de ces éléments autres qu'humains, ou de cette biodiversité, ou de cette nature, eh bien, de fait, on mobilise des valeurs. Et je pense que là, alors je me tourne vers d'éminents spécialistes autour de moi qui en parleraient mieux que moi, mais cette question de la façon dont on réfléchit, notamment dans le champ de l'éthique, ces finalités un petit peu de ces actions, elle me semble absolument centrale. Alors pendant très longtemps, il m'a semblé qu'il était de bon ton de surtout pas dire quelles étaient les fins sur lesquelles, enfin, qu'on visait quand on voulait se mobiliser, notamment pour essayer de réduire les obstacles éventuels entre acteurs qui souhaitaient amener une gestion cohérente de cette biodiversité. Moi, à titre individuel, j'ai tendance à penser que l'explicitation des fins et des visions qu'on a par rapport à ce pourquoi on se mobilise sur ces questions de préservation moi je vais employer biodiversité, mais je pourrais dire de nature, hein, ça me semble, j'ai tendance à penser que ça me semble assez nécessaire, parce que dans beaucoup de situations, on voit des controverses, des débats, voire parfois des conflits assez durs, sur des
pratiques, des techniques, des méthodes d'action. On en a vu ce matin pas mal. On pourrait parler des invasives, on pourrait parler des réintroductions d'espèces, on pourrait parler du réensauvagement. Je fais une petite parenthèse. Le blanc ce matin autour de cette table sur ce terme était absolument édifiant et traduisait bien le caractère, et là je le dis ça très très amicalement pour les participants qui étaient à cette table, hein, mais traduit bien le caractère franco-français de nos débats aujourd'hui. Alors le blanc sur quoi? Sur le réensauvagement, c'est-à-dire que les notions de rewilding, etc., qui sont des thèmes qui montent en puissance, qu'on peut débattre, controverser, enfin mais qui montent en puissance à l'échelle internationale et même à l'échelle européenne, et voir à quel point nos collègues qui sont au cœur de ces thématiques de protection et de biodiversité on se sont dit, oh là, je ne veux pas parler de ça ou je ne peux pas parler de ça, était assez révélateur, je pense, d'une situation assez franco-française par rapport à ces questions. Et donc, pour revenir sur mon propos, mais ce n'est pas déconnecté de ça, expliciter quelles sont nos fins et quels sont les moyens qu'on est prêt à mobiliser pour ces fins, quand il s'agit de parler des autres qu'humains ou de cette biodiversité qui nous entoure, ça me semble extrêmement important. Et j'arriverai, pour faire une boucle par rapport à ce que j'ai pu dire au début sur cette dimension évolutive et la façon dont nous, humains, nous positionnons par rapport à tout ça. Je pense que quand on regarde cette protection, cette préservation, puis cette conservation de la biodiversité, même ces termes-là ont connu, même si aujourd'hui je pense qu'ils sont un peu plus mélangés en quelque sorte, mais ils ont connu aussi des sens assez tranchés sur une protection de la nature dite pour elle-même, puis une conservation des ressources, hein, le débat entre John Muir et Gifford Pinchot passé par l'école de Nancy de foresterie et voyant un monde partagé entre des humains et des ressources, hein, c'est quand même quelque chose qui a du sens. Ces débats sur l'émergence, après cette vision de protection de la nature qui a donné l'impression de s'essouffler ou de ne pas être, entre guillemets, efficace, prétendument par certains, et cette émergence de la notion de service écosystémique à l'interface entre écologie fonctionnelle, économie, dans les années 2005, mais même si le terme existait, Gifford Pinchot employait le terme de service déjà à la fin du 19e siècle. Et donc ce retour, après avoir pensé une protection de la nature un peu pour elle-même, même dans une vision qu'on pourrait qualifier de fixiste, Raphaël Larère n'est plus avec nous, mais ce matin il était assez critique de cette approche wilderness, et elle est critiquable, mais elle portait cette vision d'une nature un peu intouchée, même si c'était un peu une vision d'esprit. Ce retour vers une nature d'abord support de fonction pour les humains, et qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de discours qu'on a sur la protection de la biodiversité, on nous dit c'est pas la biodiversité qui est menacée, c'est les humains, chose qu'on entend tous et que certains d'entre nous, y compris peut-être autour de cette table, ont déjà prononcé. Moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur ces échelles de temps qui peuvent sembler longs à l'échelle de quelques décennies, voire siècles, de réflexion sur ces questions, on en revient à des argumentaires qui sont le plus souvent extrêmement anthropocentrés quand on questionne cette relation à la biodiversité, et particulièrement, je pense, dans nos paysages très anthropisés français. Remettons ça à l'échelle de cette histoire du vivant. On peut avoir l'impression que nos débats prennent du temps, sont longs, sont inefficaces, etc. Mais on est sur une instantanéité dans laquelle une forme de vie parmi d'autres qui se révèle avoir des impacts majeurs commence à se poser la question à la fois de son propre devenir si elle continue à impacter le reste du vivant, et aussi, dans certains cas, c'est ce que j'essaye d'amener sur la table, la question de coexister, de laisser vivre d'autres organismes au-delà de ses propres intérêts. Eh bien ça, dans l'état actuel, je suis très prudent, des sciences de la nature et notamment des sciences de l'évolution, c'est une grande première. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'organisme qui régule volontairement ses propres activités de développement, de consommation de ressources, d'interaction avec d'autres organismes pour laisser vivre le reste. On connaît des tas de formes de symbiose, des tas de formes de mutualisme, des tas de coopération dans le vivant, mais laisser vivre le reste volontairement, parce qu'on lui reconnaît cette altérité, je reviens sur le terme initial, et qu'on essaye de le respecter, c'est probablement une très grande nouveauté à l'échelle de l'histoire de l'évolution. Donc que ce soit difficile à l'échelle de nos débats politiques, etc., moi j'en veux pas aux politiques d'avoir du mal à renverser l'histoire de l'évolution. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter à connaissance, à débat scientifique, à débat philosophique, à débat éthique, à débat social, à débat citoyen. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens commencent à exprimer les choses sous ces formes-là, de manière très, très
disparates en termes de vocabulaire, mais on voit monter ce genre de perception que d'autres formes de vie existent autour de nous. Et est-ce qu'on doit en permanence se demander à quoi ils nous servent pour savoir si on doit les préserver? Eh bien, ça me semble être au cœur d'un enjeu qui, là, questionne ce que nous, humains, souhaitons être parmi cette biodiversité. Donc, que ce soit difficile, que ce soit qu'il y ait une inertie monstrueuse par rapport à ça, et que les impacts, nos impacts, continuent d'aller croissant le temps qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire de tout ça et comment nous, on veut se positionner là-dedans, malheureusement, ça me paraît assez incontournable, si je puis dire. Donc ce que vous dites, c'est finalement la question, c'est pas tant la nature, la biodiversité, est-ce qu'on doit faire revivre ou redonner sa place au terme nature par rapport au terme biodiversité, etc. La question, c'est est-ce qu'il ne faut peut-être pas se demander quelle place les hommes doivent avoir dans les humains, disons les humains, si vous voulez bien. les humains, hommes, femmes, enfants, les humains doivent occuper dans cette nature. Il faut peut-être laisser plus de place à la nature. L'espèce humaine pourrait se restreindre, donc pour laisser à d'autres espèces ce droit de pouvoir se répandre, vivre et donc cohabiter. Finalement, est-ce que les uns et les autres, vous arrivez à cette conclusion du rôle complémentaire des deux notions, nature et biodiversité, trois notions, on a parlé du vivant, je pense qu'on est allé bien au-delà de ces notions-là, et estimer que finalement elles peuvent avant tout peut-être servir à la défense, à la préservation, à la reconquête du vivant sur Terre, permettre peut-être même un nouvel humanisme. Je vais vous donner... on peut finir là-dessus, sur cet humanisme d'ailleurs, pourquoi pas. Un petit tour de table peut-être en guise de conclusion de vos idées, parce que je voudrais quand même pouvoir aussi, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, mentionner des questions ou des réflexions et qui, me semble-t-il, aboutissent à peu près à nos conclusions. Alors, qui veut commencer? Bernard Chevassiouli. Juste un mot, je pense que là aussi, humanisme, on pourrait discuter un petit peu, mais il y a des textes de Claude Lévi-Strauss des années 60 qui soulignaient effectivement que l'humanisme de la Renaissance avait commencé par avoir dans son espace de concernement essentiellement le mâle blanc adulte à chapeau. Et qu'ensuite on s'est posé la question d'élargir ça aux femmes, aux enfants, aux handicapés, et que peu à peu cet espace de concernement, il faut voir au pas blanc, et ça a mis du temps. Et donc cette idée de dire, est-ce qu'un humanisme élargi, ce que Claude Lévi-Strauss appelait un humanisme élargi, devrait prendre en compte l'ensemble de cette communauté des vivants comme communauté à la fois d'histoire et d'avenir, c'est-à-dire à la fois parce que nous avons des origines communes, mais aussi nos destins sont liés d'une certaine manière. C'est effectivement tout cet enjeu d'un humanisme au sens vraiment complètement élargi du terme. Et sur cette question d'utilité, moi souvent dans des débats parce que les gens souvent disent mais conserver toutes ces espèces, à quoi ça sert? Quand je veux être rapide et un peu désagréable, je dis aux gens, mais est-ce que vous pensez vraiment que si je vous demandais de justifier votre existence par le fait que vous serviez à quelque chose, ça ne vous choquerait pas? Et là, les gens comprennent effectivement que cette notion d'avoir à justifier son existence par son utilité est quand même quelque chose qu'il faut combattre. Qui veut réagir? Virginie Maris? Ouais, je pense que l'homme blanc à chapeau a la peau dure et que c'est pas je pense pas que ce soit dans le sillage de l'humanisme qu'il faille vraiment chercher les pistes. D'abord parce que justement cet humanisme et cette idée même de l'humanité et des droits de l'homme, etc., sont issus d'une période très circonstancielle, très brève de l'histoire de la pensée. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, s'il faut trouver, des nouveaux contrats, des nouveaux horizons, raviver un petit peu nos imaginaires et nos représentations du monde face à la crise dans laquelle nous sommes, c'est pas dans les racines de cette crise qu'il faut chercher les solutions. Donc sur le terme d'humanisme, je pense pas que ce soit vraiment la tradition philosophique qui soit la plus fertile actuellement.
Et effectivement, François a mentionné tous les travaux qui se développent à la fois en philosophie de l'environnement, en éthique environnementale plus spécifiquement, mais aussi en anthropologie de la nature, où on ne deviendra pas des Yanomami en claquant des doigts. Et c'est un petit peu absurde de s'inventer, se déclarer animiste ou totémiste. Néanmoins, je pense qu'on est en tout cas avec une sorte de champ très fertile de critique de l'anthropocentrisme, donc de cet humanisme philosophique qui devrait nous permettre de renouveler un petit peu nos catégories morales et politiques. François Sarrazin. Juste rebondir, puisque Virginie revient sur la question des autres types de représentations, et on a parlé bien sûr de Philippe Descola. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait central de percevoir que d'autres groupes humains ont d'autres modes de représentation, d'interaction et de relations aux autres humains. Néanmoins, il me semble, alors je parle sous le contrôle de collègues qui ont peut-être plus lu ou discuté avec Philippe Descola que moi, mais il me semble que Philippe Descola refuse assez officiellement l'obstacle de savoir comment ces groupes sont arrivés à ces représentations. Et il me semble que dès le départ de sa je ne sais pas si c'est la préface ou l'introduction de son ouvrage, il dit « Je ne me poserai pas la question de savoir, dans Par-delà nature et culture, de savoir comment on en est là, mais je vais décrire comment ces groupes travaillent, vivent ces représentations. » Et ça, c'est une question, moi, qui me semble extrêmement importante, c'est de savoir si ces groupes, parce que quand je parle d'évolution et d'étapes majeures, je ne dis pas ça en 2020, fin septembre 2020, quant à nos représentations. Il y a des tas de groupes humains, depuis probablement très très longtemps, qui ont construit d'autres modes de relations, de coexistence, de compromis avec ces autres humains qui sont des fois extrêmement casse-pieds, voire très très envahissants ou problématiques. Donc il faut, comment est-ce qu'on fait avec ? Est-ce que ces autres formes-là ont été des effets-erreurs, et on retrouve une démarche qui peut relever d'une certaine forme d'évolution au sens classique du terme, darwinien du terme, d'essais-erreurs et de compromis, bien entendu, en disant si je tape un peu trop fort sur tel élément, j'ai telle rétroaction qui me pose problème, donc des formes d'apprentissage. Ou est-ce qu'à un moment, un groupe humain qui savait très bien qu'il pouvait aller à une étape de pilotage, de pseudo-pilotage à court terme, s'est dit non, par respect pour ces formes de vie qui m'entourent, ou ces intériorités identiques, etc., je décide de respecter et de ne pas aller plus loin, alors que je pourrais le faire. Ça, moi, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Et il me semble que c'est un débat en ethnologie ou en anthropologie qui est assez ancien. J'ai cru comprendre que dès la fin du XIXe siècle, un certain nombre d'auteurs commençaient à travailler cette question. Oui, bien sûr, mais on sait à quel point, et là j'ai des collègues de sciences humaines autour de moi, à quel point dès qu'on parle de Darwin dans un débat anthropologique, en tout cas particulièrement en France, ça pose de gros problèmes. Il est sain qu'on ait une démarche réflexive pour se dire pourquoi ça pose problème, mais encore une fois, nous sommes aussi des êtres de nature, si je puis dire, et nous sommes aussi dans notre dimension culturelle, il y a énormément de traits culturels qui sont, tu l'as dit, je crois, Bernard, au tout début, qui sont partagés avec des tas d'autres formes vivantes. L'amour de nos proches, de nos enfants, etc., est probablement le truc le plus partagé avec beaucoup de formes de vie. Il y en a qui s'en fichent un peu, mais globalement, il y en a beaucoup que ça intéresse. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ça sereinement sans aller à l'injonction. C'est toujours le problème, c'est comment est-ce qu'on essaie de comprendre et comment ensuite on en fait quelque chose. Et c'est dans le en faire quelque chose que ça devient très problématique. Mais il me semble que là, il y a des champs de recherche, d'investigation, de réflexion philosophique, anthropologique, etc., pour essayer de comprendre quels sont les ressorts qui ont pu amener ces représentations alternatives ou ces modes de vie alternatifs à ce mode occidental très dominant actuellement. Oui. En tout cas, ce que je retiens de nos discussions notamment, c'est qu'à plusieurs reprises, vous avez, ou les uns et les autres, mentionné le fait qu'on avait des discussions quand même très ou franco-françaises, ou en tout cas auto-centrées. C'est intéressant, ça veut dire que moi, si je suis vraiment, béotienne, en tout cas, je ne suis pas spécialiste comme vous, et ça m'intéresserait de voir peut-être se monter ou des colloques ou des réunions de chercheurs, soit à l'échelle européenne déjà, pour essayer de croiser ou de questionner, alors après à l'échelle internationale à voir, tout simplement parce que quand même cette prise de conscience, c'est que cette crise de biodiversité, la préservation de la nature, ce souci environnemental, il est général et il touche quand même la planète. Donc voilà, ça m'interpelle de voir qu'on est quand même encore sur peut-être des débats ou des questions franco-françaises
et la dimension au-delà pourrait être intéressante. Virginie Maris. Juste un tout petit mot, je ne sais pas si le terme existe, mais en ce qui concerne la protection de la nature, et là on parlait de politique de protection de la nature, je dirais à l'image de la discussion d'aujourd'hui et de façon beaucoup plus générale, on n'est pas simplement franco-français, on est métropolitain centré. C'est-à-dire que la biodiversité française aujourd'hui est pour 90%, je crois, dans les territoires ultramarins. Que la diversité des cultures, des ontologies, des enjeux sociaux, politiques les plus vivaces sont dans les territoires ultramarins. Et donc, voilà, je le mentionne, je n'ai pas de réponse à ça, mais on n'est pas simplement franco-français, on est métrocentré d'une façon qui pose des gros problèmes en termes de pluralisme et adaptation des politiques de protection de la nature aux véritables enjeux français qui sont pour grand nombre des enjeux extramarins. Ne nous plaignons pas, tu représentes Montpellier aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, je vais vous lire quelques réactions quand même, avant de clore peut-être cette belle journée. Gilles Landrieux qui dit « Pour ne pas dire humain et non humain, jugé péjoratif pour les non-humains, que diriez-vous de dire humain et autre être vivant ?» qui est positif et permet de mentionner cette altérité. Emmanuel Braun, Baptiste Morisot parle de son côté des interdépendances, du tissage du vivant et des alliances entre humains et non-humains pour défendre ce tissage. Je ne sais pas si je pourrais lire toutes les réactions, mais en tout cas, je vais essayer d'aller... voilà, il y a Ghislaine Ferrer qui disait... Il convient en effet d'utiliser ces deux termes dans les contextes qui vont bien, mais force est de constater que celui de nature est battu en brèche au niveau institutionnel. Aujourd'hui, on a une direction de l'eau et de la biodiversité. Il y a des messages voilà, qui résultent de la fusion d'une direction de l'eau et d'une direction de la protection de la nature. On a un plan biodiversité, une stratégie nationale biodiversité, comme si nature, ça ne faisait pas sérieux. Bon, il faut quand même relever que quand les Français ont besoin de se ressourcer, ils disent souvent qu'ils retournent à la nature quand même. Je crois que il y a cette façon de penser nature et reconnexion. Théo, qui est étudiant à AgroParisTech, je ne crois pas avoir signalé son message. Comment donner les armes intellectuelles et psychiques aux individus de nos sociétés pour étendre leur vision de l'altérité aux non-humains et pour faire de la question de l'intégrité de leurs droits une question centrale de notre système démocratique, question qui est aujourd'hui très marginale dans les débats politiques. Intéressant. Vous voulez que je la relise ? Je la relis. Comment donner les armes intellectuelles et psychiques aux individus de nos sociétés pour étendre leur vision de l'altérité aux non-humains et pour faire de la question de l'intégration de leurs droits une question centrale de notre système démocratique. On pourrait peut-être tenter de répondre à cette dernière question. Un mot, tout à l'heure, on a dit que les gens aimaient la diversité. Oui, quand elle est bien rangée et que chacun est chez soi, quoi. Mais on n'aime pas tant que ça la diversité et que le respect de l'altérité, même à l'intérieur de notre espèce, qu'on commence déjà par ça, il y a du travail. Il ne faut pas oublier quand même qu'on aime bien les défilés militaires où être tous habillés pareil pour faire des danses folkloriques et autres. Donc il y a une dialectique un peu complexe entre un principe d'uniformité et un principe de diversité qui fait qu'effectivement, on pourrait longuement développer sur cette, je dirais pas de cette schizophrénie, mais on a en nous ces deux principes. Il faut bien voir que la plupart des mots qui parlent de diversité sont souvent négatifs. Par exemple, homogénéisé existe, hétérogénéisé n'existe pas. Et vous pourriez, enfin je ne développe pas, mais on se rend compte que souvent les mots qui décrivent l'apparition de différences ont un préfixe plutôt privatif. Donc, en fait, la diversité, on n'aime pas. Bon, c'est une source de réflexion. François Sarrazin. Mais pour revenir sur... Enfin, je pense que cette question et le propos de Bernard, moi, je les relie un peu à ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, sur le fait que la facilité, c'est la tentation du contrôle, c'est la tentation de l'uniformisation, c'est... Enfin, je crains malheureusement que notre nature profonde ne soit pas de protéger la nature. C'est ce que enfin, dans le propos que j'essayais d'amener tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, peut-être que je finis par me répéter, c'est possible, mais il me semble que protéger la nature pour elle-même ou
les éléments de biodiversité pour eux-mêmes, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils nous apportent, est la chose la moins naturelle qui soit. Donc la plus difficile. Donc la plus difficile. Le chemin de la facilité, c'est de penser à soi, à sa tribu, à ce qui nous alimente, à ce qui nous fait du bien, à augmenter notre sphère de bien-être, et à penser le monde en partant de sa cellule familiale pour aller se dire qu'au final, le reste du monde a peut-être un peu d'intérêt. Penser le monde, et pour se dire que je me définis d'abord comme élément de l'univers, comme élément de la planète, comme élément du vivant, comme Européen, comme Français, puis comme habitant de mon village, et finalement comme dans la population, et pas l'inverse. Et qu'en tant que tel, il faut que je pense ma place et laisser la place aux autres. C'est le plus naturel, il me semble. Donc ces représentations du monde qui sont centrées sur soi, qui sont là un héritage, pour le coup, darwinien, le plus classique, hein, encore une fois. Et là, je ne fais pas de la politique de bas étage, c'est quelque chose qui est très partagé à chaque instant par toutes les formes de vie qui nous entourent, et nous comprises. Et en ce moment, dans cette période Covid, je pense qu'on a des tas d'exemples de débats et de choses comme ça qui ramènent à des choses assez naturalistes dans leur réflexe, hein, si je puis dire. Donc, penser ce respect d'altérité pour ces autres formes de vie, quelle que soit la terminologie qu'on essaie de stabiliser ou pas, est probablement le chemin le plus ambitieux, le plus difficile, le plus peut-être instable en termes d'équilibre mais c'est une lutte quotidienne. Mais simplement, moi, ce que j'amène sur la table là comme élément de débat, c'est que c'est peut-être ce qui nous définit comme humains. C'est peut-être un des rares propres de l'humain. On cherche tous des propres des humains. En général, ces propres, on constate que c'est plutôt des gradients que des choses totalement qui n'existent pas chez les autres formes de vie qui nous entourent. Là, se poser cette question-là sous cet angle-là, c'est peut-être quelque chose qui nous définit. Alors, on fait la pirouette classique quand je fais ce genre d'argumentaire, quand je développe ce genre d'argumentaire, c'est dire, au final, tu es bien anthropocentré, égocentré, puisque tu dis que c'est pour te vanter d'être humain que quelque part tu définis ça. Moi, c'est clair, mais si ça permet au reste de vivre, et si ça me donne cette satisfaction-là, eh bien, je considère qu'il s'est passé quelque chose qui me définit. Si on pense que on est humain, entre guillemets, spécifiquement humain, en continuant d'impacter tout ce qui nous entoure, je pense qu'on est à peu près aussi malin que ce qui nous entoure, et pas plus. Donc, vous parlez de la difficulté, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est un chemin qu'il nous faudra emprunter, quand même, difficile ou pas. Virginie Maris. Je voudrais répondre à cette question en reprenant les propos de François qui donne l'impression finalement qu'on serait d'abord dans sa famille, sa tribu, sa nation, l'humanité et le cosmos dans son ensemble. En fait, je ne veux pas faire de la psychologie évolutionniste de bas étage, mais je crois que pas du tout. Je crois que cet humanisme dont on a parlé, il est inculqué, il est acquis et c'est un tour de force de faire acquérir cette impression qu'on appartient plus à l'espèce humaine qu'à la petite communauté biotique dans laquelle on vit au quotidien. Il y a beaucoup de personnes, je pense que vous en connaissez, qui ont beaucoup plus de relations et qui accordent beaucoup plus de valeur à leurs chats qu'aux enfants qui travaillent dans les mines de cobalt pour leur faire des smartphones. Et pour répondre donc à cette question, comment faire pour... pour élargir... Enfin, vous l'avez prononcé 2 fois, alors je vais le redonner. Je pense qu'effectivement, le premier pas, ce serait d'essayer de déprogrammer, de produire, alors pas simplement auprès des enfants, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus facile auprès des enfants parce qu'ils ne sont pas encore tordus à cet anthropocentrisme et à cet humanisme, de produire de l'attention, de générer du souci, de l'attention pour les vivants minuscules qui nous entourent. Alors c'est souvent des araignées, des chardonnerets, des vivants qui ne sont pas nécessairement extraordinaires, mais produire cette attention-là et la maintenir au quotidien, il me semble que c'est une façon de faire un petit pas de côté par rapport à cette espèce de folie humaine. Alors ce sera la conclusion en tout cas de cette table ronde et je reprends les mots de François Moutou là, qui dit oui justement comme nous savons, Sapiens, nous devons être humains, humanistes, ouverts. Merci à tous et Aurélie Delaveau vous remercie tous d'ailleurs, donc voilà, je cite aussi son message sympathique. Vraiment merci pour
pour tous vos propos, vos éclairages. Mais je pense que la nuit va être fructueuse parce qu'on a effectivement source à penser et à discuter encore. Merci. On n'a pas remercié les organisateurs et étant donné les divers aléas qui ont entaché ce colloque, je voulais quand même le faire et les féliciter parce qu'il a enfin lieu. Les aléas n'ont pas entaché ce colloque, ils l'ont magnifié, ils l'ont... voilà. Merci à vous aussi, Aurélie, pour la conduite de cette table ronde. Alors, on a entendu parler de nature ordinaire, remarquable, de biodiversité, d'humain, de non-humain, d'autres qu'humains, de vivants, de non-vivants, de naturalité. Je ne sais pas si la lexicodiversité est un élément de la biodiversité ou si tous les mots sont dans la nature. Ça restera... Peut-être que c'est un colloque à faire non plus aux archives, mais à l'Académie française un de ces jours. Enfin, c'est une suggestion pour un nouveau colloque en apnée. Toujours est-il que pour ce soir, on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous. On se retrouve à la même adresse, qu'elle soit physique ou virtuelle, demain à 9h pour la suite de nos travaux. On notera les noms des retardataires. Bonne soirée à tous et à demain.